Rassurez-vous, je ne vous vois pas du tout en diable capitaliste. À la rigueur, je m'inquiéterais de vous apercevoir au loin comme proie du capitalisme, mais peut-être que vous arriverez à résister, à vous battre et à déployer vos qualités et à avoir du plaisir à manager et à gérer. Sachant que, et j'anticipe un peu sur une conclusion de Freud, sachant que votre recherche du plaisir, notre recherche du plaisir, butera toujours non pas tant sur le principe de réalité, qui en un sens est souvent une variante du principe de plaisir. Parce que quand vous êtes conforme à la réalité, c'est justement pour ne pas recevoir des coups de cette réalité. Donc pour ne pas en recevoir du déplaisir. D'accord ? Donc la véritable opposition à la quête du plaisir, c'est bien sûr l'existence de limites à cette quête que nous verrons, et qui sont des limites extrêmement violentes. Mais c'est aussi l'existence de forces de conservation des choses en l'état. Ça veut dire que je connais des jeunes gens sortis tout piaffants d'une école de management, avec plein d'idées sur ce qu'il fallait faire dans le domaine qui les passionnait. Ils dégoulinaient du plaisir de faire à l'avance. Et ils se sont aperçus, en entrant dans les structures, qu'elles avaient d'abord pour fonction de casser cet élan, pour les mettre dans le vivier, d'où on les prendrait ensuite s'ils étaient aptes à fonctionner selon les lignes, selon les règles, selon les contraintes qui, j'ai employé un terme courant, qui zappent la recherche du plaisir à l'intérieur même du faire pour la reléguer à des lieux, des loisirs, des activités marginales, parallèles, esthétiques, voilà, qui ont leur place, mais qui instaure une sorte de clivage. Voilà. Ça, c'est pour bosser, et ça, c'est pour s'amuser, plaisanter, avoir un peu de plaisir, sortir, etc. Voilà. Entrer, sortir. Alors, mais puisqu'on vous a parlé de la beauté, et bon, je n'ai pas pris tous mes bouquins parce qu'il y en avait beaucoup, mais j'en ai pris un quand même qui s'appelle « Création, essai sur l'art contemporain », où j'analyse l'art contemporain d'un point de vue que j'appelle le point de vue de l'être. Et je vais, juste pour que vous ayez une passerelle avec ce qui s'est dit avant, faire une ou deux remarques sur le plaisir qu'on a à la beauté. Alors, je vous donne ma définition de la beauté. La beauté, c'est une somatisation de l'amour. Ça veut dire que quand vous êtes stressé, vous somatisez et vous avez des boutons ou des nausées ou des crampes, etc. Eh bien, quand vous avez de l'amour en vue qui passe, vous somatisez et vous avez de la beauté sur vous. Et quand un objet ou un sujet est passé sous les ailes de l'amour et qu'il somatise, ça veut dire qu'il cristallise cette chose, qu'il la physicalise, qu'il la corporéise, alors il y a de la beauté. Et vous remarquerez que quand l'amour s'en va, la personne ou vous-même reprend
son apparence habituelle, en attendant une autre survenue de l'amour. Et c'est important parce que, évidemment, je me suis demandé, en développant ces théories de la beauté et de l'art contemporain, et vous savez que l'art contemporain a mis son point d'honneur, bien souvent, non pas seulement à rompre avec la représentation, parce que rompre avec la représentation, ça n'est jamais autre chose que faire la représentation de cette rupture. Donc on se retrouve dans une autre représentation. Voilà. Et vous savez que l'art actuel est à la fois figuratif, non figuratif, fait toutes sortes de choses, mais il met souvent son point d'honneur à montrer des choses supposées laides. Voilà. Donc on dirait, il fait rupture avec les catégories esthétiques, avec la beauté standard, classique, etc. Et en réalité, c'est plus subtil parce que l'art contemporain, l'art actuel, l'art de notre époque, qui n'est pas seulement l'art moderne. L'art moderne, c'est les années 60, 70, mais l'art contemporain, c'est depuis une petite quarantaine d'années qu'il s'excite et s'éclate dans tous les sens. Et apparemment, ce qu'il vise, c'est, même à travers ces objets ou ces agencements qui ne sont pas très esthétiques, il vise en fait à transmettre les démêlés de l'artiste avec l'amour, avec son existence, avec son narcissisme, avec ses ruptures narcissiques, où il essaie de colmater les morceaux grâce à cette œuvre, grâce à cette création, dut-elle passer par des matériaux, regardez des œuvres de Beuys, c'est de la colle, c'est moche, c'est gluant, et vous avez d'autres œuvres qui excitent au départ une certaine répugnance, y compris formelle, mais quand on accepte d'entrer dans l'aventure dont elle témoigne, on s'aperçoit, dans les cas réussis, car il ne suffit pas de casser la beauté pour produire une expérience existentielle ou pour produire la beauté d'une cassure. Eh bien, dans les cas réussis, et justement les critères sont très très flottants, heureusement, dans les cas réussis, il vous transmet une autre expérience que de simple contemplation de quelque chose qui déjà est beau. Ce qui devient beau, c'est votre participation à cette expérience qui vous fait ressentir votre propre rupture narcissique, votre propre faille, et dans ce cas, le plaisir, car ça donne du plaisir, c'est le plaisir de rencontrer l'artiste là où lui-même s'est à la fois perdu et retrouvé. Et bien sûr, ce plaisir peut se doubler, comme ça a été dit, par le plaisir d'être plusieurs à rencontrer l'artiste. Et je dois vous dire que depuis ce livre, souvent des artistes m'écrivent pour que j'aille voir leur œuvre et que j'écrive dessus. Et je l'ai fait. J'ai d'ailleurs un petit livre qui est de ces rencontres, de ces articles sur les artistes. Et il y en a un qui m'a dit un jour, je suis très heureux parce que j'ai l'impression que vous m'avez rencontré là où je ne savais pas que j'étais. Ben, c'est un peu ça. Voilà. L'artiste se perd dans son œuvre et essaye de s'y retrouver, d'y retrouver quelque chose, et nous également. Et ce plaisir de retrouver ou de se retrouver se déploie énormément
dans le plaisir littéraire, par exemple. C'est quoi le plaisir littéraire? Bien sûr, on pourrait dire c'est le plaisir de lire un texte bien écrit, où l'on entend sonner les mots, où les perceptions sont aiguisées, etc. Mais encore, au-delà de cette surface, il est clair que c'est le plaisir de se retrouver dans des personnages ou dans des fragments de fantasmes que l'auteur fait jouer. Et là, il faut voir que le jeu des formes ne peut pas être un jeu simplement formel. Il faut qu'il en émerge quelque chose. Quand on va jouer, tenez, je vais faire une petite parenthèse sur le plaisir de jouer, le plaisir du joueur. Voilà, c'est un bon exemple. Celui qui joue, quel est son plaisir? Bien sûr, on pourrait dire c'est de gagner ou d'espérer gagner. Peut-être que c'est plus subtil, peut-être que c'est de prendre part à quelque chose qui est le jeu, qui se déploie et qu'il n'a pas si souvent l'occasion d'expérimenter. Dans la vie, la plupart des gens se retrouvent dans des situations injouables. T'as plus de jeu, t'es coincé, mon vieux. Pourquoi les gens n'ont plus de jeu? Eh bien, il faut demander à leur histoire, à leur vie, à leur courage. Mais beaucoup préfèrent rester scotchés là où ils sont, avec un jeu réduit à presque rien, plutôt que de risquer leur jeu JE qui pourrait recevoir des coups. Donc le joueur, il jouit déjà, a du plaisir à être présent dans le jeu. Et ça répond déjà en partie à la question bizarre qui a été mise en titre, mais que j'ai laissé mettre, à quoi sert le plaisir, comme si le plaisir était de l'ordre du service. Mais enfin, admettons, il sert bien à quelque chose. Eh bien, il sert justement à nous requinquer, à nous réparer dans cet état de dissolution, de perte, d'immobilité, de rien. Il apporte quelque chose et j'y reviendrai. Je boucle d'abord la parenthèse sur la question du jeu et du joueur. Allons plus loin, prenons un joueur qui va au casino pour jouer. On se dit, voilà, il va pour gagner. Et en effet, il a du plaisir à gagner. J'ai étudié un ou deux de ces cas et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus intéressant. Il va parce qu'il veut questionner le hasard, le destin, sous la forme de hasard, pour voir s'il y a un bon signe pour lui. Si le hasard des chiffres peut lui faire un petit coucou. Tu as misé là, justement, je viens te rencontrer là où tu es. Donc il a du plaisir à recevoir des signes d'amour du hasard. Des signes d'amour du hasard, c'est formidable. Ça veut dire, s'il sort avec beaucoup de ces signes d'amour, ce n'est pas l'argent qu'il a dans la poche qui lui donne cet immense plaisir, c'est d'avoir accumulé tous ces signes de complicité avec le hasard. Or, voilà qu'il gagne, et certains continuent jusqu'à tout perdre, et on se dit, mais c'est idiot, c'est irrationnel. Il avait déjà un paquet, pourquoi il n'est pas parti? Mais parce que justement, il est dans un rapport compulsif avec ce signe du hasard qui affiche les bons chiffres. Ça veut dire le hasard a beau lui dire « Mais oui, on t'aime, t'as misé le 18, voilà, il sort. » Il remise autre chose. « Oui, on t'aime, ça sort. » Si on lui dit 2-3 fois qu'on l'aime, ça devrait suffire. Figurez-vous que certains, on peut leur dire 1000 fois qu'on les aime, ça ne s'inscrit pas. Voilà.
Ça existe dans la vie, hein, en dehors des jeux et des casinos. Et pourtant, on se dit, ah, ils ont dû manquer d'amour. Et on écoute un peu leur histoire d'enfance. Pas du tout. Ils n'ont pas manqué d'amour. Leur mère les a aimés, leur père. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait que ça ne s'est pas inscrit. Et alors, ils ont besoin de cette répétition. Et donc, ce brave joueur reste jusqu'à ce qu'il perde tout, parce qu'en réalité, les petites déclarations d'amour chiffrées que lui envoyait le hasard ne suffisaient pas à l'apaiser. Ce qu'il voulait, c'est un dialogue prolongé avec le jeu, avec la sortie des chiffres. Voilà. Alors, j'ai un petit peu... Bon, je suis supposé quand même vous dire quelques petites choses sur la théorie psychanalytique, sur Freud. Et je dois vous avouer ma gêne parce que j'aime beaucoup Freud. Je trouve amusant que périodiquement on lui tombe dessus, c'est un faussaire, etc. C'est-à-dire que des gens qui ont des problèmes psychanalytiques graves essayent de faire leur psychanalyse de façon un peu facile. Mais sur ce point du plaisir, je ne suis pas très en accord avec lui. Et même, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Freud insiste que le principe du plaisir, c'est la recherche d'un état stable. En cela, il est dans la tradition de Fechner et d'autres auteurs du 19e qui avaient une vision un peu psycho-mécanique, dynamique, voilà. Il dit même, quelque part, j'ai trouvé cette phrase, « Notre cerveau, notre système nerveux a pour vocation de maîtriser les excitations. » On dit, ben oui, c'est vrai, c'est sûr. Et même d'essayer de maîtriser les excitations externes et internes. Et il dit d'ailleurs qu'on a beaucoup plus de problèmes avec les excitations internes. Ça se comprend, on l'aurait prévu. Mais je trouve que cette définition... Donc, le plaisir, c'est se décharger au maximum des excitations. Je trouve que cette approche est très partielle. Parce que si on pense, par exemple, au plaisir érotique, de la rencontre des corps, ben, les gens ne vont pas au rapport sexuel simplement pour décharger, pour avoir un orgasme. L'orgasme, bon, c'est un événement, voilà. Il est clair par tous les témoignages et les expériences et les lectures et les réflexions qu'on peut avoir un peu sérieusement sur cette question, que, je dirais, la recherche de la charge et de l'excitation est presque plus importante que la recherche de la décharge. Autrement dit, il y a une dynamique, il y a une dualité entre la charge, mais oui, et la décharge, sinon, vous ne saurez pas comment comprendre des individus qui aujourd'hui, leur problème, ce n'est pas que quand ils cherchent un ou une partenaire sexuelle, ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas envie de chercher un partenaire sexuel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de désir. Que ce dont ils manquent, c'est d'une excitation. Et on peut espérer qu'ils ne tombent pas toujours dans le discours médical standard et quadrillé qui dirait « ils font une dépression ». Pas encore, pas encore. Simplement, il y a des états manifestes où ça va pas, et on dit « mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Alors les gens peuvent dire « je m'ennuie ». Je m'ennuie déjà, c'est pas mal, parce que je m'ennuie, ça veut dire il n'y a rien de disponible qui m'excite, mais j'aimerais qu'il y ait quelque chose qui m'excite. D'accord ? Bon.
La déprime, c'est autre chose. La déprime, c'est il n'y a rien de ce qui est disponible qui m'excite. Du coup, si les copains viennent et disent « mais si, viens, on va faire ceci, viens, on va faire cela », et c'est d'avance barré, non, c'est pas... Et à quoi bon? Vous savez, les gens sont compliqués parfois pour chercher quelque chose de simple. Les chemins sont compliqués. Hier, j'en ai entendu un, puisque je pratique encore la psychanalyse, souvent sur des psychanalystes. Ben oui, ils ont besoin d'aide aussi. Et j'en ai entendu un, mais qui n'est pas psychanalyste, qui m'a dit cette chose que j'avais jamais entendue. Je suis fatigué, j'arrive pas, voilà, j'ai crevé, etc. Je lui ai demandé, mais est-ce que le repos vous repose? Il dit non, le repos ne me repose pas. Même la nuit, ça ne me repose pas parce que je me dis, bon voilà, je pourrais dormir, mais, écoutez ça, à quoi bon dormir puisque je vais me réveiller? Eh bien oui, ben, si Freud était là, lui, il dirait, ben voilà, ce type, il a un désir de mort, d'un sommeil définitif. Et en même temps, ce serait faux, parce que ce même type dit, oui, mais j'ai plein d'envies, j'ai plein de choses que j'aimerais faire, etc. Ah bon? Qu'est-ce que vous aimeriez? Ici, des choses. Et pourquoi vous ne faites rien pour les réaliser? Mais parce qu'il y a des contraintes. Il y a le boulot, il y a la famille, il y a ceci, etc. Voilà. Donc sa quête du plaisir est ravageusement barrée. Alors, donc je reprends l'idée psy-standard. Le plaisir, ça serait voilà, la stase. Ben oui, mais la plupart des gens cherchent l'extase. Et s'il y a un produit pour ça, eh bien, ben oui, ça s'appelle comme ça. L'ecstasy, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais au moins, ils ont mis l'étiquette. Voilà. Mais ça, Freud le dit, et il n'est pas gêné. Freud dit l'humanité, depuis toujours, a cherché à apaiser ses douleurs, ses souffrances, etc., avec des drogues. Et le problème de la drogue est un problème profond, immense. Simplement, vous remarquez dans cet énoncé freudien que c'est encore par référence à la souffrance et au déplaisir et à la douleur. Mais ce que j'avance, c'est qu'il y a une quête positive du plaisir. Il y a une recherche du plaisir parce que sans plaisir, mais justement, des gens le formulent d'ailleurs, la vie n'a pas de goût. Comme un repas de certains repas servis, plateau repas, etc., totalement insipide, où on s'alimente. On ne se nourrit pas, on ne prend pas un repas. Quel est le plaisir du repas? Le plaisir du repas. C'est un moment crucial de la vie. Le plaisir du repas, mais c'est de rencontrer des goûts, des saveurs, des parfums, des odeurs qu'on a déjà connus comme étant bons. C'est-à-dire de retrouver des excitations et de pouvoir les satisfaire. Autrement, là, j'esquisse déjà ce qui va être une des idées majeures que je veux vous transmettre, c'est que le plaisir, ça n'est pas la recherche d'un état où l'excitation
est minimal, c'est la recherche d'excitation qu'on puisse suivre et ensuite plus ou moins maîtriser et ramener à un état plus ou moins stable, sachant que le long de la boucle peuvent se produire toutes sortes de choses, notamment une petite question qui viendrait, qui dirait « Tu es sûr que tu veux revenir à un état stable ? Là, on est en l'air, c'est pas mal quand même. Là, on plane. » Vous voyez ? Donc, il y a la tentation, une fois qu'on est dans le courant ascendant de l'excitation, de dire encore, oui, encore plus loin, etc. Et là se pose la question de la consommation du plaisir, pas seulement dans les drogues, dans toutes sortes de choses, dans la bouffe, dans la boisson, dans le jeu, dans toutes sortes de sources de plaisir qui se présentent comme pouvant vous donner une excitation et en même temps pouvant vous amener à cette tentation d'y rester, de rester dans cette excitation. Ça s'appelle se shooter. Ça va ? Ça veut dire recevoir un traumatisme de plaisir. Vous voyez que ça mène loin. Or, on peut se shooter, pas seulement aux drogues des dealers. Il y en a qui se shootent à la nourriture. Il y en a qui se shootent à la faim, F-A-I-M, qui bouffent du rien jusqu'au vertige. Les anorexiques. Il y en a qui commencent par le plaisir d'un verre de bon vin qui détend, où le plaisir est évident, c'est le plaisir d'une désinhibition, justement d'une autorisation à l'excitation, au bavardage, à la confidence, au bien-être, au compagnonnage, etc. Et puis, puisque c'est tellement bon, voilà, encore un autre, et encore un autre. Et là, on arrive au point, justement, de shoot, le point où l'enjeu change. Ce n'est plus ce plaisir-là. Mais quelque part, c'est un autre plaisir. Car en observant des alcooliques, je n'ai jamais exclu qu'ils avaient un plaisir fou à se poser là, en état d'ivresse, et à lancer à chacun sa vérité. Comme si on les a gratifiés, de in vino veritas. Mais c'était gentil, parce qu'en fait, on peut se demander où ils sont, eux, pour énoncer des vérités aussi profondes et radicales. C'est là ils ont la jouissance de se poser comme un déchet parlant et pensant, qui dirait la vérité ultime des choses. Donc là, on change de registre. Alors, vous remarquez déjà que j'avance vers un éclairage progressif de à quoi sert le plaisir. Vous voyez bien que si je suis dans une excitation pénible, à quoi peut me servir l'idée du plaisir? Là, on serait en orthodoxie freudienne, à déjà me débarrasser de cette douleur et puis à trouver quelque chose. Là, déjà, il y a une activité complexe de substitution. C'est-à-dire, vous avez mal à ceci, voyez ce qui vous fait plaisir par ailleurs. Autrement dit, soyez plus jouable
avec le déplaisir et forcément aussi avec le plaisir. J'ajouterai à ce que j'ai dit sur le jeu que quand on va au théâtre, on y va pourquoi ? On y va pour voir une histoire sympathique, une tragédie. Aristote dit, on y va quand on est de la cité grecque pour pleurer, faire la catharsis, sortir ses émotions et rentrer chez soi bien déchargé, justement. Or, moi je dis qu'on y va pour quelque chose d'autre, de plus profond. On y va pour voir des gens jouer des rôles qui ne sont pas du tout les leurs, jouer des passions, des sentiments, des situations grotesques. Et je dis qu'on y va pour prélever un peu de jouabilité de la vie. Et ça rejoint ce que je vous disais, l'un des drames et l'une des incitations au plaisir, c'est quand on manque de jeu, il n'y a pas de jeu. Mais le drame, c'est qu'on prend un jeu vidéo, on le colle au gamin, on le branche dessus et on est tranquille. On n'a plus à jouer avec lui. C'est la gestion, le management du jeu. On a décidé ainsi. Heureusement, il reste d'autres aires de jeu, d'autres jouabilités, mais l'idée de la jouabilité, l'idée que quelle que soit la situation où l'on se trouve, il faut chercher du jouable. Il faut chercher, si on est dans un jeu et qu'il devient pénible, comment changer de jeu ? Puisque nous, on n'est pas des ordinateurs. Un ordinateur sait très bien jouer un jeu pour lequel on le programme. Mais nous avons la capacité, la vocation à changer de jeu, à changer de cadre, à passer. Et c'est dans ce changement de jeu qu'est la jouabilité et qu'est le vrai plaisir du jeu. Le vrai plaisir du jeu, même s'il est réduit à très peu de choses, à une blague, ou plutôt quand des gens ne sont pas capables de faire une bonne plaisanterie, ils peuvent vous dire une connerie, et puis après ils disent « non, je blague ». Voilà. Ils disent un truc complètement faux, puis ils disent « non, je blague ». C'est émouvant. Ça veut dire ils disent quelque chose d'absurde, et puis on le rétablit. Ça veut dire ils aimeraient sortir de ce cadre, mais voilà, il faut y rentrer. Voilà. Or, l'humain a quelque chose, et là, ça serait un champ immense. Et je vous donne en écho un livre que j'ai écrit là-dessus, sur le rire, l'essence du rire et de l'humour, où j'ai étudié ce qui fait rire, ce qui pousse à rire. Pourquoi on a besoin de rire ? C'est une variété de plaisirs majeurs. Eh bien, justement, une des idées originales de ce livre, sur laquelle il se conclut, c'est que le rire apparent n'est que la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce qu'on voit du rire ? On voit une saccade, ha 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 ha, qui descend jusqu'à se calmer, et puis quand elle ne se calme pas, elle reprend encore une cascade, 3 ou 4 fois, puis après ça se calme. Mais c'est venu de quoi ? Figurez-vous, c'est venu d'un petit choc, d'un petit traumatisme, qui a fait que ça a coupé le souffle. Et le rire apparent, c'est une tentative de reprendre son souffle après cette suffocation qu'on a eue du fait que le langage ordinaire, banal, la vie ordinaire, s'est heurté à un bloc de quelque chose qui vient du refoulé, quelque chose d'obscène
ou quelque chose d'inattendu. Et ce choc fait un petit trauma, et ce petit trauma coupe le souffle, qu'on rétablit ensuite, en reconnaissant que ça nous fait du bien. Donc, on arrive presque à une conclusion, j'allais dire perpendiculaire à celle de Freud, pas du tout parallèle, qui est que on cherche des petits traumas, justement, comme pour pouvoir célébrer et dépasser notre impuissance à réagir lorsqu'on avait des vrais traumas. Et je vais vous en donner un exemple que Freud donne et que j'interprète différemment. Freud observe son petit-fils, le fils de sa fille, qui a 18 mois, et sa mère s'absentait, et pour surmonter la douleur de cette absence, dit Freud, l'enfant prenait une bobine, la jetait au loin en criant « forte », « haut », ce qui veut dire « loin »,« haut », et ensuite en allant la chercher et en jubilant, il dit « da ». Voilà, ça s'appelle le jeu fort-da, c'est un must dans tous les discours psychanalytiques. Voilà, c'est un petit fétiche qui est posé et qui est supposé rappeler que, voilà, cet enfant, il répète quelque chose qui lui était pénible, l'absence de la mère, et il essaye d'y être actif par le jeu. Sauf qu'on peut voir la chose différemment. On peut voir que l'enfant a pris la mère, a pris l'absence de la mère et ses retours. Il les a plongés dans un espace de jeu où non seulement il est roi, mais où il a transformé son objet de plaisir ou de déplaisir en un objet de plaisir supérieur. C'est-à-dire, il joue, il symbolise. Et là, on a quelque chose de très fort. Il symbolise la mère, il symbolise le plaisir de ses retours et de ses absences. Tout ça, rien qu'avec ce petit objet. Mais c'est magnifique. Ça veut dire que le vrai problème de la quête du plaisir dans la vie, c'est de pouvoir, avec une circonstance problématique, un objet problématique, une scène problématique, pénible ou pas d'ailleurs. Elle peut être une scène de plaisir, mais si vous avez une scène de plaisir et que vous y restez tout le temps, vous allez vous noyer dedans comme une mouche dans le miel. La plaisance de cette scène va devenir une complaisance. La complaisance, c'est de se plaire dans quelque chose qui vous complète, mais qui est toujours pareil. Et là, pour aller vite, parce que le temps passe, je vais lancer une autre des conclusions, à savoir que notre quête du plaisir, c'est la quête de quelque chose qui répondrait à un manque. La quête du plaisir est une tentative de gérer le manque qui nous est intrinsèque, qui est un manque à être, un manque à gagner, un manque à dire, un manque à jouir, un manque de toutes sortes, un manque ontologique, existentiel. Et donc, c'est la quête de quelque chose qui pourrait combler ce manque, qui pourrait compléter cette incomplétude, avec l'évidence qu'il ne faut pas y réussir complètement. Si on y réussit complètement, c'est soit la complaisance narcissique, on est BA comme ça, soit le shoot toxico,
où on y réussit complètement. Mais on n'est plus là. L'alcool, c'est formidable. Si on pouvait, après avoir bu 2 bouteilles, être assez présent comme avant de les avoir bu, et là, on ferait des éclats, des choses géniales. Mais on n'est pas là. Et c'est pareil pour le suicide. Certains se font des tentatives de suicide pour couper avec la vie qu'ils menaient jusque-là. C'est une façon de se redonner vie. Mais il faut le rater, son suicide. Sinon, si on le réussit, ben, c'est dommage parce qu'on s'est donné une vie, mais on n'est plus là pour la vivre. C'est perdu. Donc, voilà, c'est la tentative de quelque chose qui répare cette incomplétude narcissique, mais qui ne la répare pas complètement. Et quelque part, si on est intelligent, on sait qu'elle a quelque chose d'irréparable, mais la vie consiste à tenter quand même de réparer. Comme pour répondre à l'autre qui disait « à quoi bon dormir puisqu'on doit se réveiller ?» Il y en a qui disent pareil, vous savez, dans la vie. À quoi bon se fatiguer à vivre puisqu'on doit mourir? Mais justement, la vie consiste à déployer des détours intéressants, passionnants, à ouvrir des rencontres surprenantes, etc. Puis la mort, ce n'est pas une station. La mort, c'est justement quand on n'a plus rien à vivre. Donc la mort, c'est incroyable que dans nos cultures, on ait personnifié la mort, avec sa fausse, sa tête moche, etc. La mort, ce n'est pas un personnage, c'est même pas une entité, c'est l'événement qui consiste à n'avoir plus rien à vivre. D'ailleurs, les mourants meurent la plupart du temps tout à fait consentants. C'est les survivants qui ont beaucoup de peine. Mais les gens qui meurent, on ne les a pas vus hurler qu'ils ne veulent pas mourir, sauf cas rares, sauf accidents, sauf etc. Donc, la recherche du plaisir, c'est la recherche de ce quelque chose qui puisse ligaturer ce manque, sachant qu'il est incomblable. Mais du coup, si le plaisir n'est pas la pure décharge, et s'il n'est pas la pure charge, mais le mouvement de va-et-vient entre les deux, là, ça relève d'une réflexion que j'ai menée dans de tout autre contexte et d'où j'ai dégagé un concept qui peut vous servir, qui s'appelle « Entre deux ». C'est le titre d'un livre qui s'appelle « Entre deux, l'origine en partage ». Et là, moi j'aimerais conclure dans 5 minutes pour avoir en 10 minutes des questions, puisque on a jusqu'au quart ou on a jusqu'au quart. Alors je vais conclure très vite et j'aimerais 1 ou 2 questions juste pour entendre votre voix. Donc, on revient à quelque chose qui n'est pas si loin de la conclusion de Freud. Freud dit, à la fin de son texte, au-delà du principe de plaisir, il dit, il y a une dualité des instincts. Instinct de vie et instinct de mort. Voilà. Ben, ça veut dire instinct de vie, quelque chose qui nous pousse à la recherche du plaisir, de construire, d'inventer, de créer, de renouer avec l'origine, de nous identifier devant un roman, de nous désidentifier, d'en écrire un autre, etc. Bref, de faire foisonner la vie, de faire des détours. Et il y a l'instinct de mort que j'ai annoncé tout au début, qui est plane dans les instances gestionnaires, qui est l'instinct de conservation. Ça veut dire, et vous pouvez le rencontrer de façon tragique dans la vie, vous pouvez sympathiser avec quelqu'un, partager avec lui une vérité et voir dans ses yeux l'espoir de tout changer et d'y aller, et puis soudain, il lâche tout, parce que s'il suivait cette idée, il risquerait de sortir du cadre conservateur
où il se trouve, le cadre qui gère sa perpétuation à l'identique, le cadre qui gère son identité, et sous le signe de l'instinct de mort, ça veut dire surtout pas de vagues, surtout pas de nouveautés. Et voilà pourquoi j'ai écrit mon dernier livre qui s'appelle « De l'identité à l'existence », c'est-à-dire le passage qui vous fait sortir de l'identité à vous-même vers l'épreuve d'exister avec le plaisir et le déplaisir qui communiquent dans cette sorte d'entre-deux. Merci.